bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Bon, on va essayer de se mettre face à vous tous. Donc ça va être assez rapide et dense, puisqu'on est ensemble pendant une bonne demi-heure. On va parler de la relation entre l'e-sport et l'olympisme, donc les compétitions de jeux vidéo et l'olympisme, avec 3 invités de choix. Ça va peut-être... ouais, on va peut-être éviter de faire durer ça pendant toute la demi-heure. On va quand même se présenter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on ne va pas en perdre. Je vais commencer... Non, on va attendre un petit peu. On peut régler ça, non? Bon, allez, allons-y. Je m'excuse. Donc, je vais commencer par vous, David Lapartien, puisque vous êtes le président du CNOSF depuis quelques mois maintenant, Comité national sportif et olympique français, et de l'Union cycliste internationale. Et vous avez notamment promu au sein de l'UCI le développement du vélo connecté. On connaît beaucoup Zwift, il y a d'autres plateformes. Et vous avez aussi travaillé sur ce rapport entre olympisme et CIO, avec un rapport construit, je crois, pendant 2 ans, jusqu'en 2020, avec 10 recommandations remises à l'époque au CIO. Laure Vallée, tu travailles à France Info avec nous, consultante e-sport de France Info. On a une chronique tous les samedis ensemble, à 10h30 et 12h30. Tu animes un peu partout sur la planète des shows, des interviews pour les plus grosses compétitions, essentiellement sur League of Legends. Et Nicolas Maurer, cofondateur de Vitality. Comment on décrit Vitality, le club français le plus structuré, avec le plus d'athlètes, le plus gros palmarès? Parfait, et surtout avec des ambitions mondiales. Et on fête nos 10 ans cette année. Voilà, vous venez de fêter vos 10 ans. Donc, l'e-sport et l'olympisme, c'est pas encore un serpent de mer, parce que la question se pose que depuis 5 ans, et ça se développe, mais ça pourrait le devenir. Il y a beaucoup de débats, beaucoup de choses qui se font déjà, beaucoup de projets, et puis beaucoup de pistes. Il y a des limites, des freins aussi, et on va essayer un peu de développer tout ça. Monsieur Lapartien, je vais commencer avec vous. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites ces 5 dernières années. On pourrait citer d'abord des événements partenaires en amont de certains jeux, les Jeux d'hiver en Corée en 2018, les Jeux de Tokyo en 2021, donc des tournois d'e-sport en marge de cela, les Olympic Virtual Series, donc ça c'est une petite Olympiade virtuelle sur certains jeux, et les Semaines olympiques de l'e-sport, il y a la première édition à Singapour. Pourquoi est-ce que les instances olympiques, quel est l'intérêt pour le CIO de s'ouvrir à l'e-sport, comme il le fait depuis quelques années? Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que pour le Comité international olympique, il est important d'être aussi là où les jeunes générations sont. On ne regarde pas le sport comme on le regardait auparavant. C'est pas toujours facile. Voilà, on ne regarde pas le sport aujourd'hui comme on le regardait auparavant. Les jeunes générations ne sont pas forcément devant leurs écrans télé en train de regarder de manière captive complètement le sport. Et le souhait aussi du CIO, c'est de renouveler l'audience, de concrètement s'adresser aux jeunes générations. Et aujourd'hui, les jeunes générations sont sur les jeux vidéo, sur l'e-sport de manière beaucoup plus large. Et donc, c'était aussi comment est-ce qu'on peut faire une passerelle entre ces communautés et le monde de l'olympisme. Bon, non mais il n'y a vraiment rien à faire, là. Je sais pas, parce que là c'est vrai que c'est difficile un peu de se concentrer, et puis il y a un rendu vidéo à la fin. Bon, si quelqu'un peut s'activer pour essayer de faire taire cette perceuse. Donc, on l'a compris, se tourner vers... C'est les inconvénients du direct, parfois. Ah oui, là c'est étonnant, mais on remarque votre capacité à rester bien concentré. Laure, toi, en plus d'être une actrice, tu connais très bien aussi les attentes de la communauté, tu es très connectée sur les réseaux, tu échanges beaucoup avec les gens. Quelle est la position du public, tu dirais? Quelle est l'attente du public vis-à-vis de l'ouverture de l'olympisme à l'e-sport? Ça pourrait être vu vraiment comme quelque chose d'assez gigantesque. Il y a des belles perspectives. Il y a une attente et il y a des difficultés aussi, parce qu'il y a énormément de disciplines différentes, il y a énormément d'e-sports différents, et il y a même des choses qui sont en périphérie de l'e-sport, qui sont aussi des pratiques qu'on associe à l'olympisme aujourd'hui. Je pense à Zwift et justement l'e-rowing dont on va parler un petit peu plus tard. Ça, c'est le vélo connecté ou l'aviron connecté. Parce qu'il y a l'e-sport et voilà, justement les jeux vidéo les jeux vidéo connectés compétitifs. Et le problème, je pense que du côté de la communauté, c'est de trouver quelque chose qui va rallier, rassembler tout le monde, mais aussi respecter les valeurs de l'olympisme. Et aujourd'hui, je pense que quand on regarde les jeux e-sport les plus joués et les plus consommés, c'est pas forcément des jeux qui sont attractifs pour le CIO ou pour le comité olympique, mais c'est peut-être les jeux qui ressemblent et qui rassemblent vice-versa. et vice-versa, mais qui rassemblent le plus de communautés. Donc oui, il y a des attentes pour faire briller l'e-sport, qui ressemble à la communauté. Et aujourd'hui, je pense que c'est une contrainte aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on peut faire un tout petit aparté. On en discutait un peu avant. On peut peut-être faire 3 catégories d'e-sport en quelque sorte.
Il y a les sports avec une dimension physique, donc ceux qui pour l'instant tiennent un peu la corde. Donc, physique virtuelle. Physique virtuelle, voilà, ou sport connecté, on pourrait dire aussi. Ou sport connecté. Donc ça, on se rappelle, pendant le Covid, ça avait explosé, hein, notamment Zwift et le vélo connecté, etc. Les simulations de sport, donc FIFA, le hockey, le basket, le volley, je ne sais pas d'ailleurs, baseball en tout cas, ça existe. Mais les simulations de sport et ce que beaucoup appelleraient les vrais e-sport en quelque sorte, l'e-sport le plus endémique en tout cas, qui a le plus gros succès d'audience sur des jeux qui sont ceux que pratiquent justement toi tes athlètes, Nicolas, chez Vitality. Toi, qu'est-ce que tu sens justement aussi, d'abord toi comme patron de club et des athlètes, voilà, comment on regarde les choix du CIO pour l'instant, qui sont dans une logique de construction, par rapport à l'industrie déjà établie? On les regarde, on va dire, en observateur à ce stade. Il faut comprendre que les jeux majeurs de l'e-sport, en tout cas ceux qui drainent le plus d'audience, on va prendre League of Legends, Counter-Strike, Rocket League parmi d'autres, ont déjà leur propre circuit compétitif avec leur temps fort. Je vais prendre League of Legends, le jeu le plus développé. Ça, il a ses ligues nationales, continentales et qui mènent en fin d'année au Worlds, qui c'est le pinacle compétitif de League of Legends. Donc si on se pose la question un jour d'interfacer l'olympisme et un jeu comme League of Legends, il faut trouver ce que ça raconte, comment ça vient s'intercaler dans un circuit existant. Et d'ailleurs, je pense que c'est un sujet de l'olympisme. Dans certains sports, notamment qui ont moins d'exposition, l'olympisme, c'est le moment des JO, c'est le plus grand moment pour ces sports-là. Dans d'autres sports qui sont très développés, très suivis, le rapport à l'olympisme est un peu plus distant, le football par exemple. Donc je pense qu'il y a cette question aussi à se poser en fonction du calendrier compétitif, de l'audience et on va dire, du storytelling du circuit compétitif existant dans les jeux. Ensuite, nous, encore une fois, donc nos e-sports, entre guillemets, nos jeux vivent, sont structurés et de toute façon, on trace notre route, on avance, on se développe. Vous dites que vous n'avez pas forcément besoin de la reconnaissance olympique, ça serait un plus quand même? Évidemment, c'est extrêmement prestigieux les Jeux Olympiques et si on arrive à le faire intelligemment et à venir intégrer ensemble ces deux mondes-là, il y a il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de choses à réussir pour y parvenir. Ça peut être encore un boost et aussi un boost d'audience et d'intérêt pour nos disciplines parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'un des enjeux de l'e-sport, c'est de devenir de plus en plus mainstream. Ça se fera naturellement avec le rajeunissement des audiences, avec le fait que les gens qui sont rentrés dans l'e-sport à 12-15 ans vont vieillir, vont devenir journalistes, décideurs. Donc ça va devenir de plus en plus naturel de parler d'e-sport, de consommer de l'e-sport dans notre société, mais on n'en est pas encore là. Et à ce titre, et dans ce plus court terme, on va dire le tampon des Jeux Olympiques peut aussi être un boost de reconnaissance et de visibilité pour l'e-sport. Donc c'est intéressant d'observer ça et de voir ce qu'on peut faire. Vous, monsieur Lapartien, pour vous, quels sont les bons e-sports, les e-sports les plus compatibles en tout cas, que ce soit les jeux ou les différentes plateformes, qui aujourd'hui ont un intérêt particulier pour le CIO, entre les sports connectés, les simulations de sport ou alors les jeux vidéo purs et durs, dira-t-on? Alors, je ne sais pas si après on peut dire qu'il y a des bons et des pas bons, parce qu'effectivement, on voit que ces sports-là, ils attirent beaucoup de jeunes générations, c'est les jeux les plus populaires. Par contre, à l'intérieur de ça, on a des jeux, Counter-Strike ou d'autres, où le but c'est de tuer la personne en face, par exemple. Et où là, pour nous, c'est incompatible avec les valeurs olympiques. Donc, je sais pas, et la boxe, par exemple, on se frappe entre nous, c'est un alors truc ça dépend olympique. comment on fait pour boxer. Mais la boxe, c'est dans la vraie vie. Les jeux de tir, on va dire que c'est... C'est dans la vraie vie, mais si vous voulez, quand vous faites du tir au jeu, vous tirez sur des cibles. Donc c'est pas tout à fait les mêmes choses que de tirer sur des personnes. Oui. Ça c'est une ligne rouge très claire. C'est une ligne rouge très claire pour le CIO, puisque quand même les Jeux Olympiques sont un outil au service de l'idéal olympique, qui est quand même de promouvoir l'amitié et le respect par le sport. Donc le CIO ne s'écartera jamais du principe de ces valeurs, mais néanmoins elles sont compatibles pour un certain nombre de sports. Vous avez cité 3 catégories. Ce qui est du sport physique virtuel, on l'a cité en cyclisme par exemple, ou d'autres, ça clairement c'est compatible. On a ensuite les sports qui sont des jeux, mais gouvernés par des fédérations internationales. Exemple FIFA. Voilà très clairement, c'est un jeu très populaire. Et là, alors très joué, c'est le jeu je crois le plus vendu en France, mais qui n'a pas par exemple une place très importante dans l'e-sport. Dans la communauté, on est d'accord, mais il n'empêche que ça, pour le coup, c'est tout à fait compatible. Et puis après, dans les jeux, il y en a qui sont compatibles avec les valeurs olympiques, d'autres qui ne sont pas compatibles avec les valeurs olympiques. La question pour le CIO, elle est c'est quoi la finalité globale, jusqu'où on s'ouvre, et finalement, comment les Jeux Olympiques demain peuvent intégrer ou pas certains de ces 3 catégories, ou comment des événements
avec le CIO et avec quand même la valeur finalement des anneaux olympiques. Oui, bien sûr. Comment elle peut reconnaître des potentiels des rosters ou des gamers, ça dépend comment on les appelle. En fait, je pense que c'est exactement ça. Ça va être qu'est-ce qui correspond aux valeurs olympiques, mais qu'est-ce qui aussi ne va pas trahir la communauté e-sport et faire en sorte qu'ils se sentent représentés. Moi, je pense à Rocket League comme étant vraiment le jeu qui peut allier tout le monde parce que ça. On va expliquer Rocket League pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Bon, c'est peut-être tu vas le faire, Nicolas, tu seras peut-être plus calé, mais on joue au foot avec des voitures. Ouais, j'ai rien à rajouter. Du coup, voilà, c'est ça. Il faut marquer des buts avec des voitures et un gros ballon. Donc c'est très facile à suivre, très facile à regarder. C'est extrêmement télégénique comme jeu. Facile à comprendre. Facile à comprendre, très difficile à jouer et à maîtriser, mais du côté spectateur, c'est un spectacle qui est assez immédiat et on se prend vite au jeu. Et je crois qu'en 2020 à Tokyo, c'est ton équipe qui a gagné le tournoi pré-olympique. Voilà. Alors d'abord, on est champion du monde cette année. Tu aurais pu le rappeler. Oui, mais bon, là c'était Tokyo, c'était les JO. Je suis obligé de le faire moi-même, c'est pas grave. Et en effet, on a une autre équipe à l'époque, donc on avait 3 joueurs français, c'est toujours le cas, mais à l'époque 3 autres joueurs qui ont représenté non plus Team Vitality mais la France lors de ce tournoi pré-olympique en 2020 et on a remporté l'or, mais ils ont, du coup c'était pas Team Vitality, c'est le pavillon, le drapeau français, les joueurs sous drapeau français qui ont gagné ce titre. Donc ça alors, c'est ce que tu disais, c'est des jeux... et c'est là où je pense qu'un jeu comme Rocket League, il allie vraiment absolument tout parce que c'est un jeu e-sport majeur, c'est un jeu qui est lisible et je pense que la grosse difficulté des jeux e-sport aujourd'hui, c'est que la lisibilité n'est pas forcément le critère premier. Oui, si on ne connaît pas, on ne comprend rien. Voilà, notamment, qui est peut-être le jeu le plus joué au monde et le plus consommé au monde, c'est absolument illisible pour un public novice. Et l'intérêt, selon moi, d'avoir l'e-sport aux Jeux Olympiques ou associé aux Jeux Olympiques, c'est de faire découvrir la discipline, de la même façon qu'on peut faire découvrir le breakdance, l'escalade ou ce genre de disciplines qui sont associées à des pratiques sportives et compétitives. Mais il faut trouver les bons points d'entrée, il faut trouver des jeux, encore une fois, qui vont, pour lesquels la communauté va se sentir concernée. Ça, d'ailleurs, monsieur Lapartire, c'est intéressant parce que je crois que le premier constat qui a été fait quand vous avez fait le premier rapport, la première pierre un peu, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de points communs entre les athlètes sportifs et les e-sportifs, dans la logique de performance, de préparation, de rigueur, etc. Et qu'il y a là aussi beaucoup de passerelles à faire dans les deux sens. En fait, les deux mondes peuvent s'enrichir l'un l'autre. Ah, très clairement, sans que ça aboutisse à quelque chose de concret, de médaillable et tout, c'est aussi l'intérêt de la démarche. Quand on a fait ce premier à l'époque, c'est un groupe de travail. Depuis quelques semaines maintenant, il y a une commission e-sport donc au CIO que je préside. Mais on avait un groupe de travail sur le groupe de liaison gaming et e-sport. Et il y avait donc des joueurs, des athlètes de la commission des athlètes et effectivement des joueurs de e-sport. Et ça a vraiment bien fonctionné entre les deux parce que les logiques de préparation, de concentration, d'être en bonne santé physique sont les mêmes, quoi. Et on a vu que là, pour le coup, l'olympisme avait, par rapport à son expérience, son expertise depuis longtemps, aussi des choses à apporter. Et donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et pour revenir sur ce qui a été dit, effectivement, vous avez parlé de Rocket League. On l'avait cette année en démonstration à la eSports Week et on a vu que effectivement, c'était très simple à comprendre, facile, et que ça a bien marché. Et donc, nous, on a une réflexion de fond pour se dire, c'est quoi la dimension demain de cette eSports Olympic Week donc, qui se déroulait à Singapour, avec des audiences sur Twitch plutôt confidentielles par rapport à ce qui peut se faire par ailleurs. Mais en effet, il y a eu un pic d'audience, et là, c'est intéressant, sur Rocket League, notamment parce qu'il y avait le club français, la Carmine Corp, qui diffusait. Donc, c'est quand même la preuve de la puissance des acteurs endémiques, on va dire. Est-ce qu'il y a cette volonté aujourd'hui d'essayer de dépasser le travail qui est obligatoire à faire avec les fédérations? C'est le mouvement olympique, le CIO travaille avec les fédérations, et les grands acteurs de l'e-sport ne sont pas les fédérations sportives aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut essayer d'avancer là-dessus? Parce que ça semble être un frein institutionnel assez gros aujourd'hui. Alors, bon, vous n'avez pas échappé que le CIO est une institution qui, pour bouger ses valeurs ou un certain nombre de choses, il y a du débat, et ce qui est tout à fait logique. Par contre, la partie fédérée est une toute petite partie de l'ensemble. On voit bien que finalement, les autres, ce sont des acteurs économiques, ce sont des communautés autour. Et effectivement, par rapport aux valeurs du CIO, on ne peut pas être des opérations de seconde zone. Donc, ça suppose que demain, il y a un débat plus large, et c'est des débats que j'ai commencé à avoir avec le président. On va avoir un bilan global de Singapour qu'on n'a pas encore complètement débriefé pour voir quelle est l'orientation pour les années à venir. Mais il y a tout un tas d'orientations qui sont possibles, y compris peut-être demain, je livre ça comme ça, on n'a pas encore dit. Oui, ce n'est pas une annonce. Mais non, ce n'est pas une annonce, je ne me permettrai pas d'annoncer au nom du président du CIO. Mais vous voyez, entre les Jeux Olympiques et Paralympiques, alors pas forcément pour 2024, mais on a une semaine souvent de battement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire avec tout un tas de jeux populaires au-delà des jeux physiques et non physiques?
voilà, des débats qui sont engagés. Ouais, peut-être pour rebondir là-dessus, justement, sur ce dernier point, je pense que si je reviens aussi un petit peu en arrière sur l'aspect communautaire, je pense qu'il y aurait une vraie incompréhension des communautés qui suivent l'e-sport, de voir mis en avant les autres catégories de jeux qui sont simulation et sport connecté, voilà, au détriment de ce qu'ils considèrent comme des jeux e-sport authentiques. Bon, on pourra débattre de cette appellation ou de cette perception-là, dans le sens où si on rajoute des jeux e-sport, donc Rocket League ou d'autres, on voit vraiment qu'il y a une valeur ajoutée, quelque chose de nouveau, et le CIO qui s'intéresserait, qui viendrait ajouter cette brique e-sport en venant compléter ce qui existe déjà, alors que c'est vrai que la valeur ajoutée, par exemple du vélo connecté, est un peu moins évidente pour les communautés e-sport qui peuvent se dire il y a déjà le vélo, si on s'intéresse à l'e-sport, allons voir les titres qui sont vraiment l'e-sport que l'on consomme, l'e-sport que l'on plébiscite. Voilà. Je pense qu'en tout cas, l'attente des communauté se situe plutôt là-dessus. Donc peut-être un bon compromis en effet, une compétition sous bannière olympique avec, ça voudrait dire des médailles, hein, comme aux Jeux et aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. Laure, on sait qu'il y a cet engouement déjà qui existe mais qui est assez peu satisfait des compétitions par nation. Ça existe très peu aujourd'hui dans l'e-sport. Ça existe très peu, notamment. Alors, on revient à un fait qui est un petit peu plus large que ça, le fait qu'encore une fois, les e-sports ne sont pas régis par des fédérations, mais sont vraiment possédés par les éditeurs de jeux. Donc, c'est une grosse différence qu'on a par rapport au sport traditionnel. Et justement, ces éditeurs n'organisent pas forcément de compétition par nation. C'est quelque chose. Alors que ça aurait du succès, non? Ça aurait énormément de succès. On en parle. Je pense que à travers le monde, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Si je peux parler des Jeux d'Asie qui vont commencer sous peu, on va avoir un affrontement entre les meilleurs joueurs de Chine et les meilleurs joueurs de Corée. C'est quelque chose que le monde entier a envie de regarder et qu'en Asie, du jeu vidéo. Sur du jeu vidéo, voilà, exactement. Dota 2, League of Legends. Oui. Et il y en a un troisième. Il y a Panam Games aussi. Et qui seront des disciplines médaillables. Donc vous, quand vous regardez ça, monsieur Lappartient, bon, je crois qu'il y a, voilà, on a les coups des franges quand on fait des jeux régionaux comme ça. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir l'accord du CIO. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez là, ces jeux asiatiques avec de l'e-sport médaillable? Je me dis que c'est pas inintéressant à regarder, et notamment, je vais y aller d'ailleurs dans la semaine prochaine. Vous allez voir du coup les tournois de jeux vidéo. Voir effectivement un certain nombre de choses de cette nature, et aussi de se faire un peu une opinion sur le sujet. Mais les Jeux Olympiques, par rapport à ce qu'ils représentent, par rapport aux décisions politiques à prendre aussi, qu'il ne faut pas sous-estimer au sein du CIO, nécessitent d'abord une analyse de ce qui peut se passer dans des Jeux régionaux, de tirer des bilans comme de Singapour, et de savoir finalement où on veut aller. Et là, le débat est encore ouvert par rapport à ça. On voit bien que Singapour a marqué une étape, certes pas suffisante, mais c'est déjà un infléchissement par rapport à là où on en était auparavant. Paris est candidate, la France est candidate à accueillir la 2e édition de la Semaine olympique de l'e-sport. Toi, quelqu'un qui travaille à Vitality, Mathieu Péché, qui fait partie du staff, dirige le comité justement de candidature. Je ne sais pas vers qui me tourner en premier, entre vous, monsieur Lappartient, ou vous, Nicolas, ou toi, Nicolas, parce qu'on était candidat. C'est la ministre des Sports qui l'a annoncé, ministre du Numérique, en grande pompe il y a quelques mois. On avait presque jusqu'à juillet, on pouvait se dire que c'était pour nous, c'était sûr. Et on n'en entend plus trop parler. Est-ce que vous savez, monsieur Lappartient, si on tient toujours la corde, si on va organiser cette semaine olympique de l'e-sport en France avant les Jeux de Paris? Alors, je vous répondrai comme un politique. Vous l'êtes aussi. Il y a toujours un intérêt fort de la France pour l'organiser. Bon, plus sérieusement, effectivement, la ministre a confirmé. Moi, j'ai eu aussi des discussions avec l'État sur le sujet. L'État souhaite aussi, c'est exactement la discussion que l'on a, que par rapport à ce qu'on a vu à Singapour, on puisse avoir des jeux d'audience internationale qui puissent aussi rejoindre tout ça. Donc ça renvoie aussi une décision du CIO d'ouvrir ou pas, mais c'est sans doute une des conditions nécessaires pour que la France confirme tout ça. Voilà. Après, si on l'a fait, on veut la faire bien et avoir une vraie dimension populaire d'adhésion avant les Jeux. Et donc, par rapport à ce qu'on a vécu à Singapour, ça peut être une première marche par rapport à quelque chose qui répondrait à ce qui vient d'être exprimé là. Et puis, il y a aussi, la France est aussi, vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec ça, est aussi candidate aux Jeux Olympiques d'hiver en 2030. On a les Jeux Olympiques d'été en 2024. On ne peut pas tout avoir. Il y a des discussions globales dans une organisation comme le CIO. Donc, il y a aussi ça qui peut rentrer en ligne de compte. Donc, les discussions sont en cours, ongoing process. Et donc, j'avais parlé, moi, en marge de Bercy, un autre titre que vous avez, il faut que je le dise, sinon je me fais rudoyer, le Major de CSGO, avec Mathieu Péché, justement, donc, qui dirige le comité de candidature, et qui disait qu'en effet, que lui, il voulait œuvrer, essayer d'ouvrir un peu les frontières. Et on en est où aujourd'hui de cette logique de réflexion, de cette ambition, en tout cas ?
L'ambition est là. Mathieu Péché, c'est le candidat idéal puisqu'il a la double casquette, puisque c'est un ancien athlète de haut niveau qui est champion du monde, médaillé olympique. Canoë, séiste. Voilà, exactement, et qui a rejoint l'e-sport. Donc ça fait partie de ces personnes emblématiques qui ont rejoint l'e-sport pour apporter l'expertise, le savoir-faire, l'expérience du monde du sport. Donc il a vraiment la bonne position parce que maintenant il est à fond dans l'écosystème e-sport. Il voyage et il accompagne notre équipe Counter-Strike toute l'année. Donc il a compris les enjeux, il a compris comment fonctionne la communauté. Donc l'ambition, elle est très claire. Et moi, à titre personnel et aussi avec ma casquette Vitality, j'ai envie de voir si on a cette semaine olympique d'e-sport chez nous à Paris, j'ai envie qu'elle soit crédible, légitime et qu'elle fasse bouger un peu les lignes. Donc l'ambition qu'on a, c'est de se dire, voilà, prenons quelques e-sports. Évidemment, Rocket League, je rejoins, est plus que le candidat idéal, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent compléter ce dispositif. Organisons bien les choses en amont pour être sûr qu'on a les meilleurs représentants, que le tournoi apporte une valeur ajoutée par rapport au circuit existant, parce que ça, c'est un des vrais enjeux. Parce que si finalement, c'est un petit tournoi parmi d'autres, qui n'a rien de différenciant, qui n'a pas vocation à être mis en avant... Il faut qu'on puisse se dire, je suis champion olympique. Alors ça, je ne sais pas si on pourra se le dire, parce que ça sera toujours un petit peu à la frontière. C'est un nouveau dispositif. Et c'est là, il y a des médaillés à la première semaine olympique de l'histoire. Alors, c'est des médaillés, mais c'était des trophées. Parce que oui, non, mais eux se déclaraient comme tels, en tout cas. Eux se déclaraient parfois comme tels. Mais c'était un débat de fond aussi au CIO, sur les trophées versus médailles, versus... Ça, alors, ça pourrait vraiment être une bonne première pierre si on réussit à organiser une bonne semaine olympique de l'e-sport en France. Je pense qu'il faut faire des tests de toute façon, mais pour rejoindre ce que mes deux intervenants disaient à ce propos, c'est que je pense qu'il faut que tout le monde se sente important et se sente représenté au même titre que les athlètes olympiques se sentent représentés. Et si on a une compétition et une semaine olympique de l'e-sport qui ne va pas être mise en avant au même titre et dont la même importance va être donnée, je pense pas que ça va me bénéficier aucune des deux parties. Autant les fans d'e-sport ne vont pas se sentir représentés et ça ne va pas donner non plus une belle image de l'e-sport, ce qui, je pense, est ce qu'on veut quand on organise une semaine comme ça. Donc ça va dépendre de la façon dont ça va être fait. Et en ce sens, il faut vraiment que ce soit un événement isolé, mis à part, mais mis en avant au même titre que les Jeux Olympiques. Et encore une fois, avec une liste de jeux qui soit représentative de l'e-sport, en tout cas. Pour rebondir très brièvement là-dessus, en fait, on a des communautés qui sont extrêmement engagées. Et le pendant de cet engagement-là, c'est qu'elles sont aussi intraitables dès lors qu'elles estiment que les événements ne sont pas légitimes ou que le CIO n'a pas bien compris cet univers-là. Donc parfois jusqu'à l'excès, on a des fans, on le voit tous les jours. Voilà, ça peut être un petit peu binaire, les réactions qu'on voit, mais c'est l'effet, on va dire, de l'excès d'engagement et de la passion. Donc on est obligé de prendre le tout ensemble. Mais l'intérêt de cet engagement-là, dès lors que les parties prenantes construisent quelque chose qui est crédible, c'est que les fans vont avoir envie de le mettre en avant, de le soutenir, etc. Et par contre, il y a assez peu d'entre-deux. C'est-à-dire qu'on aura rarement un sentiment de nos communautés qui est neutre. Ça va être on adore ou on déteste, pour caricaturer. Donc il y a un vrai enjeu à concevoir les choses en amont avec les acteurs de l'écosystème pour que ce soit supporté, mis en avant et suivi et que ça crée aussi des chiffres d'audience intéressants puisque, in fine, c'est l'un des enjeux du CIO, c'est d'avoir ces nouvelles audiences qui s'intéressent à ces activités. Avec un enjeu intéressant qui est celui du calendrier e-sportif qui est très dense. Toi, alors, tu es toujours aux quatre coins du monde à suivre les compétitions. Nicolas, toi, tes athlètes, ils enchaînent. Avec d'ailleurs, c'est pas le sujet du jour, mais des questions de rythme de travail, de rythme de santé mentale, etc. Et donc, c'est une question que me soufflait Paul du journal L'Équipe. Justement, par exemple, si dans ce calendrier très dense, toi, il y a des sélections nationales et que certains de tes athlètes doivent partir, comment tu fais si ça arrive à côté d'une grosse compétition qui sera plus regardée mais moins prestigieuse, ce serait paradoxalement aux yeux du grand public. Mais c'est pour ça que ça doit être fait avec les parties prenantes de l'écosystème, à savoir les éditeurs, ceux qui vont régir les compétitions et donc les équipes. S'il y a un moment du calendrier où c'est une sorte de trêve nationale / olympique et où toutes les équipes savent que leurs joueurs peuvent être appelés et que tout ça est prévu en amont, tout le monde jouera le jeu. Si finalement ça se décide last minute et qu'on a le comité olympique qui au mépris du circuit existant et des éditeurs et de ce qui est déjà en place, vient dire on vous prend vos joueurs. Là, nous, ça nous posera un problème. Évidemment, on paye nos joueurs, on a envie qu'ils participent aux compétitions officielles légitimes du circuit. Donc tout ça doit se faire en bon accord avec tout le monde, évidemment. Monsieur Lapartien, vous êtes un bon trait d'union, puisque vous êtes dans ces institutions depuis longtemps, vous êtes un homme politique aussi, mais qui vous intéressez avec beaucoup d'esprit d'ouverture à l'e-sport et surtout qui essaye de faire bouger les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que ça fait 10 ans pour schématiser que l'e-sport prend de l'ampleur, vous avez l'impression que ce sont des mondes qui arrivent de plus en plus à discuter de manière de plus en plus fluide, efficace, où il y a encore beaucoup de pédagogie à faire quand vous allez voir les différents acteurs institutionnels et politiques, que ce soit au CIO ou au sein des pouvoirs publics?
Un peu les deux. Un peu les deux encore. Il y a déjà eu beaucoup de choses de faites. Je me souviens de mon premier rapport devant la session plénière du CIO, qui se réunit 1 à 2 fois par an. Je n'étais pas encore membre du CIO, mais j'étais allé en tant que président de la commission. Bon, j'avais été quand même challengé avec plein de questions de partout. Et on voyait bien que c'était 2 mondes qui ne se connaissaient pas trop et qui s'ignoraient un peu. Je vois les choses quand même évoluer favorablement et de manière assez rapide. Et justement, ce qui a pu se passer à Singapour fait dire au CIO, bon, on est un peu au milieu du gué. Les anneaux olympiques, ça ne peut pas être des éléments de seconde zone. C'est où on fait quelque chose qui est à la hauteur du CIO, où on ne le fait pas. Mais il faut que là, on tire un petit peu les conclusions de tout ça, parce qu'on est persuadé que effectivement les audiences, elles sont sur un certain nombre de jeux que vous avez décrites, mais il y a une chose qu'ils n'auront jamais, ce sont quand même les anneaux olympiques et finalement ce que représentent les Jeux olympiques dans l'imaginaire populaire. Laure, comme Nicolas, vous tous les deux, vous avez l'habitude de parler justement avec des décideurs, que ce soit du monde de l'entreprise ou encore plus des pouvoirs publics justement qui peuvent vous consulter parce que vous incarnez ce milieu-là. C'est ce qui rend possible peut-être une projection dans l'olympisme dans des bons codes. Ça, toi, tu as l'impression que ça avance ? J'ai l'impression que ça a avancé, en tout cas, depuis, on va dire, une dizaine d'années. Quand je vois le traitement de l'e-sport par les médias traditionnels ou même d'autres instances, et notamment, on peut parler du CEO, je pense qu'au début, il y avait un intérêt qui était juste de se dire hey, l'e-sport, ça existe, on va essayer de le prendre et de le faire à notre sauce. Alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment un dialogue où j'ai l'impression que ces personnes-là et ces interlocuteurs à qui on parle font vraiment plus confiance, vont poser des questions, vont s'intéresser et non pas essayer de s'accaparer quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Et je pense que le progrès vient de là, notamment. Il y a encore des choses à faire, mais en tout cas, je vois une évolution. Nicolas, est-ce que Vitality va faire quelque chose de particulier pour les Jeux ou pas ? Parce que c'est un club installé à Paris, avec les locaux à Paris. Ça représente quelque chose, les Jeux à Paris pour Vitality ? Nous, on a toujours été inspirés par le sport et on considère que la pratique de l'e-sport s'apparente au sport sur énormément d'aspects. Évidemment, on ne fera pas le débat de l'activité physique ou non. À côté de ça, comme vous l'avez dit... Il y a Mathieu Péché dans le staff, on parlait, mais il y a d'autres champions de très haut niveau retraités qui sont dans... Absolument, il y a beaucoup d'exemples. Et nous, on a eu beaucoup de sportifs, anciens sportifs, coachs de différentes disciplines qui sont venus encadrer nos joueurs au fil des années. Donc il y a énormément de similitudes dans la préparation, le niveau d'exigence, de talent, de travail, d'entraînement, de préparation. C'est du sport pour nous. Je sais que l'e-sport est-il un sport est une question qui a été débattue à l'infini. C'est vrai que le titre de cette table ronde, c'est l'e-sport, bientôt sport olympique. Mais très bien. Pas beaucoup rebondi pour nous, dessus, c'est très clairement un sport. En tout cas, c'est tout à fait les mêmes mécanismes. Dans ce cadre-là, on a aussi envie de célébrer l'olympisme. Quand c'est chez nous, à Paris, la ville du club, on aura envie de rebondir dessus, de créer encore plus de passerelles, de ponts. Donc oui, pour nous, ça sera un temps fort, quoi qu'il arrive. J'ai une question, mais c'est plutôt pour Nicolas. Oui. Du coup, quand tu penserais à tes joueurs ou à ton club pour représenter l'olympisme, est-ce que tu penses à Vitality ou est-ce que tu penses à tes joueurs et à ce qu'ils apportent du côté national ? Désolé, Jules, je prends complètement ta place. Tu fais bien. J'ai dit, moi j'en parle. C'est une bonne question. De toute façon, à mon avis, pour que ça marche et qu'on réussisse ce pont ou ce mariage, il faut qu'il y ait de la valeur qui soit ajoutée des deux côtés. Et prenons un exemple simple, League of Legends. Si on se dit qu'une fois tous les 4 ans, le circuit League of Legends est organisé un petit peu différemment pour se dire qu'au moment de l'olympisme et peut-être d'une semaine dédiée, il y a les Jeux olympiques par nation de League of Legends. Là, on vient ajouter une brique différente qui n'est pas existante, qui va susciter énormément d'intérêt. Et in fine, tout le monde en bénéficiera. L'olympisme, parce que ça va drainer des nouveaux publics qui vont s'y intéresser. Et puis les fans d'e-sport et l'e-sport en général qui vont avoir une nouvelle légitimité, une nouvelle mise en avant. Et dans ce contexte-là, nous, on sera ravis de laisser nos joueurs aller participer. On sait que ça rejaillira aussi in fine sur les clubs. Donc encore une fois, si ce mariage est bien fait et qu'il apporte de la valeur des deux côtés, je pense que tous les clubs et toutes les parties prenantes seront ravis de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Monsieur Lapartien, c'est quoi maintenant qu'on s'est dit tout ça, qu'on voit en fait que, en tout cas, le socle est là pour un peu toutes les possibilités, avancer vraiment dans certaines directions. Pour vous, c'est quoi les prochaines étapes concrètes dans la relation entre l'e-sport et l'olympisme ? On sait que les prochains... à Paris, il y aura peut-être cette semaine olympique e-sport, mais il n'y aura pas de nouveautés. Pour Los Angeles, en 2028, ville de technologie où d'ailleurs il y a pas mal de studios de jeux vidéo qui sont installés là-bas, qu'est-ce que ça peut être ? Alors, compliqué pour moi de répondre parce que le CIO annoncera
le programme olympique, sans doute le 26 septembre prochain. Donc, c'est au CIO, après débat de la commission exécutive, de prendre cette décision. Donc, moi, je ne vous dirai pas. Et puis, il y a des choses qui ne sont encore pas arrêtées à ce niveau-là. Ça fait encore discuter, ça peut encore discuter, et ça a déjà été repoussé à 2-3 reprises, pas spécialement que sur ça, sur d'autres sports olympiques. Mais clairement, ça veut dire que c'est intéressant, parce qu'on parlerait en l'occurrence de vélo connecté, peut-être d'aviron connecté, on verra si ça y sera ou pas. Mais ça veut dire qu'on en est à ce stade-là, où en fait, la question se pose vraiment d'en faire une discipline médaillable. Il y a effectivement cette nature de débat qui existe aujourd'hui sans qu'elle ait été encore tranchée par rapport à toutes les questions que vous avez dites. Voilà, est-ce que ça sert à, est-ce que c'est bien d'avoir le même sport et le sport connecté? Quelle est la plus-value pour les deux? Quelle est la plus-value pour les Jeux Olympiques? Parallèlement à ça, il y a la discussion beaucoup plus profonde sur quel est l'avenir, on va dire, de ce qu'on fait aujourd'hui avec cette commission qui a été officiellement créée. Où est-ce qu'on veut amener l'olympisme et le e-sport? Et là, on est un peu à un tournant. On s'est un peu apprivoisé quelque part, comme vous l'avez dit. Et là, on est à un tournant de se dire qu'est-ce qu'on fait, notamment par rapport aux valeurs qu'on représente, mais aussi par rapport à la valeur des Jeux Olympiques en tant que tels et aux anneaux olympiques. Je l'ai dit, on ne peut pas être des éléments de seconde zone. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les compétitions par nation peuvent rejaillir aussi favorablement sur un intérêt bien au-delà du cercle actuel et donc aussi élargir les audiences pour les équipes en place. Donc c'est cette nature de débat qui a actuellement lieu, qui va avoir lieu à la commission d'ici la fin de l'année. On a une commission en novembre et là, des orientations seront prises à ce moment-là. C'est intéressant parce que vous dites que, vous avez commencé par dire ça, la logique c'est aussi d'aller chercher des plus jeunes publics. Oui. Et à quel point c'est quelque chose de prégnant ça? Parce que la problématique avec l'e-sport se pose pour un peu tous les champs. C'est-à-dire que les médias qui veulent capter une audience plus jeune vont essayer de faire des formats et de faire ce genre de contenu. Il y a les sponsors évidemment qui essayent d'avoir des plus jeunes publics. Et là en l'occurrence le CIO. Vous avez vraiment besoin de l'e-sport pour ça? Parce que quand on pense au sport, c'est quelque chose qu'on fait souvent quand on est jeune et puis qui se perpétue de génération en génération. Il y a vraiment cette logique-là, un peu cette petite angoisse de ne pas réussir à parler aux jeunes et d'avoir besoin de l'e-sport pour ça? On est dans un monde, les Anglais disent disrupting, mais ça change quand même très vite. Vous savez, sur le mur du président du CIO, c'est écrit « changer ou être changé ». Et on voit bien qu'avant, ce qui était stable depuis 50 ans, 100 ans et qui ne bougeait pas, se reproduisait à l'infini, ce n'est plus du tout le cas. Et donc, quel est le modèle des Jeux Olympiques à un certain horizon? Quel est le modèle économique du CIO à court, moyen, long terme? Et en quoi demain aussi, au-delà même de le renouvellement des audiences, il a aussi à voir avec aussi le modèle économique du CIO, aussi, toute cette partie-là. Et du coup, la solidarité, puisque 90% de nos fonds sont reversés pour le sport dans chacune des nations, chacune des fédérations, pour les athlètes. Donc, ça touche aussi au modèle global du CIO. Et d'ailleurs, on est loin d'avoir des fédérations nationales d'e-sport aujourd'hui. Et quoi, il y a un mouvement, il y a le mouvement France e-sport qui fédère les différents acteurs de l'e-sport, mais ça, c'est aussi un frein. On parlait des fédérations qui sont une courroie de transmission assez efficace. Là, dans l'e-sport, il y a les éditeurs et après les pratiquants. Mais... En fait, c'est un petit peu le souci et la particularité de l'e-sport, c'est que le sport est vraiment encadré par des fédérations. L'e-sport est possédé par les éditeurs. Vraiment, il y a un souci de propriété intellectuelle où les jeux appartiennent vraiment aux éditeurs et il y a un contrôle complet de tout qui est fait par les éditeurs. Donc, je pense qu'il y a aussi des progrès à faire de ce côté-là. Mais comme tu l'as dit, il y a des instances qui évoluent chacune de leur côté. On a le cas de la KESPA en Corée, on a le cas de France e-sport en France, on a une instance européenne également. Mais il y a aussi un problème, encore une fois, de structuration de l'e-sport qui doit être fait, un travail qui doit être fait avant justement qu'on arrive à se rejoindre à mi-chemin. Il nous reste une petite minute pour rebondir là-dessus très brièvement. Du coup, je ne sais pas si c'est un problème ou quelque chose qui doit évoluer, puisque par nature, justement, c'est très différent, puisque les jeux appartiennent à ces éditeurs et finalement, on ne dépassera pas cet état de fait et on ne pourra pas mettre des fédérations au-dessus qui vont aller dicter à des sociétés privées ce qu'elles doivent faire de leur jeu. Donc en fait, je le reformulerai, si tu me permets, un petit peu différemment. Plutôt qu'un problème, enfin en tout cas à mon sens, à dépasser, c'est plutôt comment on fait fonctionner ensemble ces mondes qui resteront très différents. Parce que pour moi, on n'arrivera pas aux fédérations dans l'e-sport, en tout cas pas à des fédérations légitimes qui ont un rôle à jouer. Donc à mon avis, on doit vivre avec ces mondes très différents. Est-ce qu'on peut les faire marcher ensemble dans un souci d'intérêt commun et d'opportunité à construire? Je le verrais plutôt comme ça. C'est une très bonne conclusion, c'est-à-dire que c'est deux mondes qui marchent quand même très bien chacun de leur côté. Et donc, s'il y a quelque chose à faire en commun, il faut que ce soit en effet bien pour tout le monde. C'est ce que vous disiez, et bien construit. Bon, voilà, il est l'heure. Merci. Il n'y a pas d'échange de questions-réponses, un peu, mais peut-être que vous pouvez venir si vous avez des questions juste après. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Lapartien, d'être... Donc, on attend le programme dans 5-6 jours pour Los Angeles. Est-ce qu'il y aura ou pas
du vélo connecté ou de l'aviron connecté, on verra bien. On attend de voir aussi si on organisera ou pas la semaine olympique de l'e-sport à Paris. Merci beaucoup Nicolas. Voilà, Vitality, plein de bonnes choses qui arrivent, j'imagine. Et merci beaucoup Laure. Et puis merci à tous. J'espère que ça vous a intéressé.